Je suis ravi de vous voir. Le président Macron et moi-même avons pu converser. Nous avons eu un dîner hier soir et nous avons pu vous entretenir. Et vraiment, je suis ravi d'avoir eu ces conversations, d'avoir eu la chance d'échanger. J'ai tout particulièrement apprécié les moments que nous avons partagés hier soir avec nos femmes. C'est la première fois que j'ai eu la chance d'aller dîner un soir à Washington. Comme je l'ai dit, la France est un partenaire historique très important et un de nos alliés les plus capables. Et Emmanuel est aussi devenu un ami, en plus d'être président de la France. Et nous partageons les mêmes valeurs, un programme commun pour faire face à tous les enjeux. Parfois, il se peut que nous ayons des désaccords, mais nous avons toujours été capables de dépasser ces derniers. Aujourd'hui, nous réengageons à travailler ensemble avec nos alliés de l'OTAN et nos alliés européens du G7 contre la guerre violente de la Russie contre l'Ukraine. On en a beaucoup parlé. Nous continuons de soutenir le peuple ukrainien alors qu'ils continuent de se défendre eux-mêmes et leur souveraineté face à cette agression qui est incroyablement violente. Je crois que très peu ont pu l'imaginer. Aujourd'hui, nous réitérons le fait que nous nous engageons contre cette guerre. Nous continuerons de soutenir le peuple ukrainien alors qu'il continue de se défendre avec acharnement contre l'agression russe. J'aimerais remercier Monsieur le Président français. La France a accueilli de nombreux réfugiés ukrainiens et je vous en remercie, les Ukrainiens qui fuient cette guerre terrible. Poutine pense qu'il peut détruire la volonté du peuple ukrainien en s'en prenant à l'infrastructure civile, en faisant monter les prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Et cela met en danger de nombreuses personnes à travers le monde, mais il n'y parviendra pas. Nous allons continuer de travailler ensemble pour rendre responsable la Russie de ses actions. Les États-Unis aident l'Europe à diversifier ses approvisionnements énergétiques tout en accélérant la transition énergétique. Nous travaillons avec l'Union européenne étroitement. J'accueille favorablement toutes les nouvelles mesures prises et aujourd'hui, nous nous sommes engagés à renforcer la coopération entre la France et les États-Unis sur l'énergie nucléaire civile par notre partenariat sur l'énergie propre. À travers le monde, la France et les États-Unis travaillent pour renforcer la stabilité et la sécurité. Nous partageons une vision commune de la zone Indo-Pacifique, une zone qui doit être sûre et prospère. Nous allons continuer de renforcer notre partenariat pour défendre des principes clés, la liberté de naviguer, notamment. Nous travaillons ensemble au Moyen-Orient pour que le Moyen-Orient soit intégré, paisible et prospère. Je remercie le président Macron pour l'accord entre l'Israël et l'État concerné par cet accord historique. Nous travaillons également à droit égard pour rendre responsables tous ceux qui sont alliés à la guerre en Ukraine.
notamment l'Iran. Les États-Unis et la France, les États-Unis vont accueillir les chefs d'État africains la semaine prochaine à Washington. Nous allons renforcer nos dialogues et une coopération avec les pays africains pour créer de nouvelles opportunités économiques et faire face aux grands enjeux du moment. Notre partenariat s'étend à l'espace également. Coordination des défenses, dispositifs de défense, activités de l'espace, les activités de surveillance du climat notamment. Nous avons beaucoup également parlé du plan anti-inflation. Nous en avons parlé, effectivement. Nous avons le même objectif, investir massivement dans l'énergie propre pour répondre à l'enjeu du climat et construire les industries de l'avenir, notamment l'hydrogène vert et les batteries. Nous avons parlé des mesures pratiques pour coordonner notre approche, pour travailler sur les chaînes d'approvisionnement, l'innovation des deux côtés de l'Atlantique. Nos équipes vont continuer à travailler là-dessus. Il y a des consultations entre les États-Unis et l'UE qui vont permettre de trouver des solutions aux désaccords possibles. La France et les États-Unis continuent de renforcer la sécurité sanitaire planétaire. Nous avons récemment célébré la journée du sida et j'aimerais tout particulièrement parler de l'objectif que nous avons d'éliminer le sida à l'horizon 2030. Pour ce faire, nous devons mobiliser tous les outils disponibles. C'est une priorité absolue. Je suis fier de reprendre le flambeau, Monsieur Macron, et d'accueillir le sommet de la santé qui fera fond sur les grands travaux lancés par la France. Nous avons levé des milliards de dollars en donations pour sauver des millions de vies. Alors si je faisais un détail de tous nos domaines de coopération, on serait ici encore jusqu'à ce soir. Alors j'aimerais dire ceci, nous allons investir pour nous rapprocher dans un programme tout particulier qui célèbre son 75e anniversaire, un programme qui a permis de faire des échanges culturels et entre les écoles. Ce programme est une partie importante de notre partenariat qui doit être fort pour les années à venir. Emmanuel, j'aimerais te remercier, vous remercier pour cette coopération. Mon administration vise à renforcer notre alliance et la France est au centre de son engagement. Donc, merci Emmanuel, mon ami, et j'ai hâte de travailler avec toi. Et comme je le disais souvent au Sénat, vous avez la parole. Monsieur le Président, cher Joe, merci infiniment pour ces mots qui reflètent complètement l'échange que nous venons d'avoir, mais merci surtout pour votre accueil. Et nous étions très heureux avec mon épouse, en effet, de partager ce moment hier à vos côtés, aux côtés de votre épouse. Et je veux vous dire combien nous sommes, je le disais ce matin, à la fois émus, honorés, ma délégation et moi-même, d'être accueillis par vous en cette première visite d'État sous votre administration. Et au fond, cette relation, nous l'avons l'un et l'autre dit ce matin, vous venez de le rappeler, se bâtit sur une histoire qui nous oblige et nous dépasse parce qu'elle est faite de sang versé, parce qu'elle est faite d'engagements réciproques. Et je dirais, à l'échelle des siècles, à chaque fois que les choses vitales et essentielles ont été en jeu, nous avons été là l'un pour l'autre, sans coup férir et sans aucun doute. Et c'est ce qui doit structurer le reste. C'est cet esprit qui prévaut dans le contexte que nous vivons depuis le mois de
février dernier. Et vous l'avez rappelé, je ne vais pas redire ce qu'a parfaitement décrit le président Biden, mais cher Joe, vous avez très bien dit ce que nous faisons ensemble en Ukraine. Nous avons très clairement condamné cette guerre immédiatement. Nous avons mené toutes les actions diplomatiques pour condamner cette guerre et les crimes de guerre qui sont commis par la Russie sur le sol de l'Ukraine. Et nous soutenons à la fois l'armée ukrainienne dans sa résistance, la population civile pour résister. Et je veux ici vraiment remercier les États-Unis d'Amérique pour la nature et la magnitude de l'aide qui est fournie, parce que cette guerre touche le sol européen, elle nous touche, je dirais, encore plus directement, et vous avez fait le choix de déployer beaucoup de moyens pour participer à l'effort collectif. Dans ce contexte-là, la discussion de ce matin nous a permis d'une part de confirmer les initiatives que nous prendrons encore dans les prochains jours et prochaines semaines pour renforcer l'aide justement aux troupes ukrainiennes et leur permettre de résister. Nous avons aussi décidé de continuer d'agir ensemble pour aider la population civile ukrainienne à résister. Car on le voit bien, aujourd'hui, l'effort de guerre russe se concentre sur les infrastructures civiles, multiplie les exactions pour désespérer la population civile et rendre l'hiver impossible. C'est ce pourquoi nous avons décidé d'organiser le 13 décembre prochain une conférence de soutien à la résilience ukrainienne à Paris et je vous remercie pour le soutien apporté et l'étroite coordination en la matière. Nous avons souhaité aussi continuer le travail étroit avec en particulier le président Zelensky autour des 10 points qui ont été proposés par ce dernier et je veux ici saluer aussi l'effort qui est fait par le président Zelensky pour engager un chemin de paix possible et durable en même temps qu'il conduit une résistance héroïque depuis maintenant plusieurs mois. Et je crois que nous avons toujours été sur la même ligne. Aider l'Ukraine à résister, ne rien céder à nos valeurs et aux principes de la Charte des Nations Unies, éviter toute escalade incontrôlée dans ce conflit et acter que, au moment qui sera opportun, dans des conditions pour leur territoire qui revient aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens de décider, nous serons là pour aider à bâtir la paix. Et je pense qu'à cet égard, avoir la clarté des positions qui sont les vôtres est pour nous important car notre objectif, nous l'avons discuté, de bâtir une paix durable. Nous avons également évoqué les conséquences directes et indirectes de cette guerre et les conséquences en matière de sécurité alimentaire et énergétique pour l'ensemble de la planète. Et nos initiatives communes au G20 comme au G7 vont dans ce sens et nous avons pu le rappeler également ensemble ce matin pour pouvoir essayer pour nombre de pays de pallier les conséquences de ce conflit sur leurs économies. Nous avons aussi ce matin une très bonne discussion sur l'ARE et les textes récemment pris par l'administration américaine. Et nous avons décidé ensemble, comme vient de dire le président, que nous allions synchroniser nos approches et nos agendas pour investir dans les industries émergentes critiques telles que les semi-conducteurs, l'hydrogène, les batteries, les sujets industriels qui sont absolument décisifs parce qu'au fond, nous partageons la même vision et la même volonté. Le président Biden veut créer des emplois industriels dans la durée pour son pays et bâtir une industrie forte et sécuriser les approvisionnements. Et c'est exactement la même vision que nous portons. Et c'est pourquoi nous avons donné mandat à nos équipes de poursuivre ce travail en coordination étroite pour pouvoir justement trouver des solutions sur les sujets identifiés et surtout avec une coordination avec l'ensemble des Européens d'une part et avec vous, pouvoir bâtir un agenda qui nous permet d'avoir plus d'emplois industriels et aux États-Unis et en Europe et garantir la force et la résilience de nos chaînes d'approvisionnement de manière intégrée. C'est notre volonté et de garder une forte intégration à cet égard. Ce travail en européen, c'est aussi celui que nous voulons conduire sur à peu près tous les sujets de l'agenda. Mais vous l'avez rappelé, Président, à l'instant, ce que nous voulons faire aussi, c'est développer plusieurs sujets d'avenir. Et les séances de travail que nous avons pu avoir hier, ce que nos ministres et nos équipes ont pu préparer, nous permettent d'acter aussi un agenda, je dirais, d'avenir et d'espérance, je l'évoquais ce matin, dans plusieurs domaines. Le spatial,
avec à la fois des sujets de recherche, d'exploration, mais aussi des sujets industriels d'avenir. Le nucléaire civil, avec là aussi des nouveaux sujets de recherche communs, en particulier sur les techniques les plus avancées, car je crois pouvoir dire que pour l'un et pour l'autre, le nucléaire civil fait partie de la solution énergétique dans laquelle nous croyons et qui seul permet de réussir à créer des emplois, avoir une énergie sûre, compétitive et atteindre notre objectif de neutralité carbone en 2050. Nous avons eu aussi l'occasion d'avoir beaucoup d'échanges sur le quantique entre nos différents acteurs et en matière de technologie et justement d'innovation, là aussi nos délégations sont là pour illustrer tout le travail qui est fait pour continuer d'avancer sur un agenda commun. Enfin, c'est aussi nos engagements sur les grands sujets internationaux qui, je dirais, irriguent notre relation. Je ne saurais trop redire ici combien nous avons été heureux de voir votre choix, qui correspondait à vos engagements historiques et à vos engagements de campagne, de revenir sur les grands sujets internationaux, qu'il s'agisse du climat ou de la santé. Cela change la donne. Et là où nous avons pu résister pendant quelques années, nous avons pu réengager les efforts. Et en cette journée mondiale de lutte contre le sida, je veux ici dire de concert avec vous combien nous continuons à tenir cet agenda en effet d'éradication en 2030 et combien nos deux pays ont de concert œuvré ces dernières années dans le financement du Fonds mondial, dont nous sommes les principaux contributeurs, pour lutter évidemment contre le VIH, mais également contre la malaria et plusieurs autres virus qui ravagent en particulier les pays les plus fragiles et les populations les plus fragiles. Nous continuerons cet effort sans relâche. C'est la même détermination qui prévaut dans notre relation pour avancer ensemble sur les sujets de climat et de biodiversité. Au-delà de cette volonté d'avancer sur les innovations et un agenda de solutions sur le climat, nous avons acté là aussi plusieurs initiatives lors de cette visite d'État. Bâtir des solutions de financement innovants pour aider les pays émergents et les pays les plus fragiles, pour leur permettre de nous accompagner sur cette route du développement et du climat. Et à cet égard, vous aurez un rôle essentiel dans le sommet que nous comptons organiser à l'été prochain de nouveaux partenariats entre le Nord et le Sud, qui s'inscrit pleinement d'abord dans la logique de ce que nous avons fait ensemble pour réallouer plus de moyens vers les pays du Sud, mais aussi de l'agenda de réforme de nos institutions multilatérales financières, qui est indispensable pour réussir cet objectif, en particulier réforme de la Banque mondiale et amélioration de nos instruments financiers existants. Et puis en matière de biodiversité, nous avons eu l'occasion hier de parler avec le caucus compétent. Nous avons eu des discussions à plusieurs reprises ensemble. Notre volonté est là aussi d'avoir un agenda extrêmement ambitieux et en particulier nous œuvrerons ensemble pour préparer le One Forest Summit qui se tiendra sur le sol africain au Gabon à la fin du premier trimestre prochain. Ce sujet étant aussi au cœur de ceux que vous voulez soulever avec les États africains que vous accueillerez dans quelques jours à Washington. Et donc là aussi, sur ce volet, il y a une forte convergence entre nos vues. Enfin, nous continuerons d'être engagés ensemble dans la lutte contre le terrorisme et pour la paix. En étant à vos côtés, j'ai évidemment une pensée pour nos soldats qui sont tombés en Afghanistan, au Proche-Moyen-Orient, en Afrique, durant ces dernières années, pour se battre pour la sécurité de ces régions, du monde et de nos pays. Et je veux ici, une fois encore, vous redire notre engagement. Nous continuons à être engagés dans notre coalition internationale Proche et Moyen-Orient à travers notre action militaire et nous continuerons de l'être de manière très étroite, car nous n'avons pas fini ce combat. Et je pense qu'il est important de le rappeler à tous nos alliés et tous nos partenaires. Nous devons continuer d'agir contre le terrorisme islamiste dans le Proche et Moyen-Orient. Cet agenda n'est pas terminé. Et je voulais vous remercier aussi pour l'aide précieuse que vous nous avez apportée durant toutes ces dernières années et que vous continuez de nous apporter dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Cette aide est précieuse et nous a permis ces dernières années, y compris ces dernières semaines, d'avoir des résultats extrêmement concrets. Et donc nous continuerons là aussi d'œuvrer ensemble. Je pourrais également passer l'après-midi de concert avec vous à égrener tous les sujets sur lesquels nous travaillons ensemble, de l'Indo-Pacifique et plus particulièrement de la réorganisation de notre présence dans l'océan Indien. Je voudrais avoir un mot pour
au fond, peut-être remettre les choses dans le bon ordre. Cher Joe, tu as eu l'élégance de remercier la France pour son aide sur l'accord qui a été trouvé historique entre Israël et le Liban. Nous avons fait le maximum pour aider à finaliser. Je crois quand même que l'honnêteté me conduit à dire que c'est essentiellement vous qui avez fait le travail. Et donc je pense que dans ce moment, c'était un travail essentiel. Et je veux tout particulièrement vous en remercier pour le Liban qui nous est si cher et qui avait besoin de cet accord au-delà des sujets qui sont au cœur de l'agenda libanais pour les prochaines semaines et les prochains mois. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais dire. Et pour finir, je souhaitais vraiment remercier le président Joe Biden parce que ce qu'il a dit, je peux le dire à son endroit. Ce n'est pas simplement un dirigeant avec lequel nous partageons beaucoup de valeurs, beaucoup de combats. C'est un dirigeant avec lequel nous avons des discussions très franches et très directes, et respectueuses et engagées sur tous les sujets. C'est aussi devenu un ami et je vous tenais à te remercier pour l'accueil qui nous est fait, l'honneur qui nous est fait, mais surtout l'importance dans ce moment de pouvoir passer du temps ensemble et prendre des décisions pour notre avenir commun. Merci infiniment. Well, thank you, Manuel. Merci, Emmanuel. I began to refer to him privately as my closer. That deal with Lebanon and Israel, we did negotiate, but we needed to close. Je dis souvent que voilà qu'il a fallu donner le dernier coup, dernière finition à cet accord entre Israël et le Liban, mais c'est la France qui a fait le travail. Alors on va répondre à quelques questions. Première question de l'AFP. Going to better coordinate, especially your green economic policies. But yesterday, Emmanuel Macron said that the Inflation Reduction Act is in fact super aggressive, I quote, for European companies. Does it mean that you are ready to grant exceptions, exemptions of derogations to European industries? And now my question to you, Monsieur le Président, est-ce que vous allez repartir de Washington avec l'assurance que les États-Unis en effet accorder des exemptions aux industries européennes pour faire face aux subventions massives qui ont été votées ici? Et plus généralement, vous avez dit hier que cette politique économique de Joe Biden faisait courir le risque de fragmenter l'Occident. Est-ce qu'en faisant de tels propos, ce n'est pas vous qui, d'une certaine manière, risquez de créer des divisions? Alors, je répondrai à la dernière question. Je n'ai pas tout entendu. Les États-Unis ne s'excuseront jamais. Je ne m'excuserai jamais de ce que j'ai fait sur le plan législatif. Et c'est un énorme projet législatif qui pèse des centaines de milliards, le plus grand investissement pour le climat jamais effectué. Donc, effectivement, il y a quelques problèmes, ça et là, et il faudra trouver des solutions. Par exemple, il y a une disposition qui prévoit qu'il y a une exception pour tout pays qui a un accord de libre-échange avec nous. Cela a été ajouté par un membre du Congrès américain qui a reconnu qu'il entendait par là un allié, des alliés, et non pas tout pays qui ont un accord de libre-échange avec nous. Donc voilà, il faudra continuer de travailler là-dessus et trouver des solutions, notamment sur la question des chaînes d'approvisionnement. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Et effectivement, voilà, il nous faudra trouver des manières d'adapter ce texte, des manières pour permettre aux pays européens de participer. Mais nous trouverons une solution. Lorsque cette législation a été rédigée, je n'ai jamais cherché à exclure ceux qui souhaitaient coopérer avec nous. Ce n'était pas là mon intention.
je voulais nous équiper face à la pandémie. Par exemple, lorsque la Chine a décidé de ne plus nous vendre des puces informatiques. Voilà, donc l'idée c'était de dire, voilà, nous sommes de retour, nous allons créer des emplois aux États-Unis, mais pas aux dépens de l'Europe. Ce que nous avons échangé avec le président Biden, ce que le président Biden vient d'ailleurs de dire, et ce que j'évoquais hier, mais à propos au caucus, c'est simple. Les États-Unis d'Amérique ont pris une législation pour leur industrie, leur pays, avec un objectif que nous partageons. Créer plus d'emplois, créer des opportunités pour les classes moyennes et réussir à accélérer la transition climatique. La réalité, c'est que les conséquences, et notre discussion a permis de parfaitement montrer que ça n'est absolument pas l'objectif des États-Unis de le faire. Mais une des conséquences de cette législation est que sur des projets qui étaient en train de se développer sur le continent européen, l'écart de subvention est tel que ces projets risquent de tomber. Ça n'est pas l'intention du président Biden. J'ai pu hier d'ailleurs discuter avec plusieurs sénateurs et représentants au Congrès. Ils m'ont assuré que ça n'était pas non plus leur intention. Et donc, la France n'est pas venue ici demander en quelque sorte pour son économie telle ou telle exception. On est venu partager la manière dont nous visions les conséquences de cette réglementation et à un moment où, au fond, l'actualité nous somme d'agir encore plus de manière concertée ensemble face aux défis mondiaux, de resynchroniser, comme j'ai pu le dire, c'est-à-dire de trouver une dynamique positive nouvelle pour se dire, clarifier quels sont nos objectifs et comment agir ensemble. La discussion de ce matin, pour moi, a été parfaitement claire. Et j'ai senti d'ailleurs la même intention chez l'ensemble des membres du Sénat comme des représentants hier. La volonté du président Biden est de refaire ici une industrie forte et d'avoir, en quelque sorte, de sécuriser les solutions technologiques pour l'avenir. La France veut exactement la même chose pour elle-même. Et nous nous battons jour et nuit depuis un peu plus de 5 ans pour faire la même chose dans notre pays, ce qui nous a permis de stopper près de 15 ans de désindustrialisation en France et de recréer des emplois industriels et des solutions dans notre pays. On veut juste continuer de faire cela. Et donc on va le faire ensemble, c'est pourquoi nous avons décidé, en lien avec les autres Européens, la Commission européenne, d'avoir un travail qui doit être un travail maintenant technique pour que, en quelque sorte, ces effets en domino qui pouvaient exister sur les projets qui étaient en train de se développer en Europe soient réglés. On veut réussir ensemble, pas l'un contre l'autre. Ça a été clair et c'est ce qui ressort de ce matin. Et c'est exactement la philosophie que je partage et c'est celle dont nous avons besoin. Bonjour messieurs les présidents, William Galibert pour la radio RTL. Pour compléter la question de ma collègue, monsieur Biden, en français on dit qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a que des preuves d'amour. Est-ce que vous avez l'impression que votre ami français repart entièrement rassuré, que vous avez rassuré sur les questions économiques vos alliés européens? Et puis, pourrait-on avoir quelques précisions supplémentaires? Est-ce que vous vous êtes fixé, monsieur Macron, des échéances précises pour ces discussions économiques, des secteurs précis sur lesquels vous attendez peut-être des aménagements des politiques économiques américaines? Merci. Pour être très clair, d'abord, nous avons un travail en européen qu'on va faire. C'est que sur les semi-conducteurs, l'hydrogène, les batteries, notre industrie, on va continuer d'avancer en européen. Et nous ne sommes pas là pour, en quelque sorte, demander des preuves d'amour. On était là pour se mettre d'accord sur une stratégie et clarifier les choses qui méritaient de l'être. Je considère que la discussion l'a fait. Maintenant, nous avons notre propre travail. On ne peut pas demander aux États-Unis d'Amérique de prendre une loi pour régler les problèmes de l'Europe. Donc nous, en Européens, on doit aller plus vite et plus fort pour avoir la même ambition et réussir justement à se mettre aussi en synchronie. Et de l'autre côté, nous avons clarifié aujourd'hui les choses. Il y a plusieurs déjà forums de discussion qui existent. Et c'est dans les prochaines semaines et les prochains mois que nous allons clarifier ça. Mais ça va assez vite, parce qu'en fait, nos projets sont en train de se développer. Donc, pour moi, il y a une grande clarté stratégique dans les échanges de ce matin. Il y a eu beaucoup de sincérité, beaucoup de franchise. Et donc, à partir de là, je considère que les discussions des prochains jours qu'il y aura déjà avec
la Commission européenne, les discussions qu'on aura dans les prochaines semaines, en lien étroit avec nos partenaires allemands, nos autres partenaires européens et la Commission et l'administration américaine, vont permettre de clarifier sans difficulté ce sujet. Je repars confiant, mais aussi lucide sur ce qui est aussi à faire du côté européen. C'est une bonne chose. I'm confident. Je suis confiant. It's my answer. C'est ma réponse. Okay, who's the next question? Très bien. Question suivante. Got my list here. Is it my turn to call on someone? Right? Okay, how about À moi d'appeler NPR, Tom Murphy. NPR. Thank you, Mr. President. I have a domestic question for you, and then Une Mr. question Macron, I have a president, a nationale pour question vous for you et about M. Macron, j'ai aussi une Ukraine. question But sur first, l'Ukraine. Mais tout President d'abord, Biden, M. Biden, do the freight rail workers est-ce que les deserve more travailleurs than one day of paid sick ferroviaires leave, like millions of Americans doivent have? avoir des jours de congés if payés so, comme le why reste des didn't you Américains? negotiate for that Et pourquoi before having to n'avez-vous negotiate pas that contract that you négocié now want Congress pour to cela release? lorsque vous avez traité de ce sujet avec le Congrès? J'ai négocié un contrat que personne d'autre n'aurait pu négocier. J'ai essayé d'atteindre cet objectif, des congés payés pour tous, mais les républicains ont rejeté cet accord. Nous sommes la seule nation du monde, une des seules nations du monde qui ne dispose pas de congés payés sur le plan national. Donc voilà, nous avons vu une augmentation des salaires, c'est ce que nous essayons de faire, et le rejet s'est fait sur quelques détails, finalement. Et cela va coûter beaucoup, cela peut créer une récession. Donc, j'ai dit très clairement, ce que nous avons comme solution maintenant est une amélioration. Les syndicats ont signé dans leur majorité, seuls 4 s'y opposaient. Donc, ils m'ont demandé de défendre ce plan, ils ont signé. Mais parce que nous allons faire voter cette loi sous peu, avant le week-end, cela ne veut pas dire que je vais abandonner l'idée d'un congé payé. Non, pour les travailleurs ferroviaires, mais pour tous les Américains. Je vais le défendre. Cela peut surprendre nos amis européens. Il n'y a pas de congés payés aux États-Unis qui sont prévus par la législation nationale. Il faut agir à ce niveau-là. Et donc voilà le contexte dans lequel nous travaillons. Et les syndicats ont signé. Ils ont ratifié ce plan. Il n'y en a que 4, je crois, parmi les 13 ou 14 qui ont rejeté ce plan. Mais nous allons trouver une solution. Nous avons évité les grèves et fluidifié la circulation. Et nous aurons des congés payés, non seulement pour les travailleurs ferroviaires, mais pour tous. Monsieur Macron, aux États-Unis, le président Biden a demandé au Congrès 38 milliards de financement pour l'Ukraine. Certains républicains s'y opposent. Est-ce que vous pensez que les États-Unis vont pouvoir continuer à soutenir financièrement l'Ukraine pour sa défense, comme auparavant? Avez-vous parlé au président Biden sur le fait d'encourager l'Ukraine à négocier sa sortie de la guerre? Je pense que M. Biden... Je remercie M. Biden et son administration et son engagement vis-à-vis du peuple ukrainien. J'aimerais dire que nos deux nations sont faites de valeurs et d'histoire. Et ce qui est en jeu en Ukraine, ce n'est pas un lieu éloigné d'ici, un petit pays quelque part en Europe. Non, ce sont nos valeurs qui sont en jeu. Ce sont nos principes qui sont en jeu. C'est ce qui se trouve consacré dans la Charte des droits de l'homme, protéger la souveraineté, l'intégrité territoriale. Et c'est pour cette raison
je pense que le soutien américain octroyé au peuple ukrainien est essentiel, non seulement pour les Ukrainiens, mais pour nous aussi. C'est pour cela que nous remercions les États-Unis. Et pour la stabilité de nos travaux d'aujourd'hui également, parce que si l'on considère que l'on peut abandonner un pays, abandonner le respect de ses principes, eh bien cela veut dire qu'il n'y a pas de stabilité possible. Et donc, effectivement, je pense que c'est très important de s'engager. Donc, je suis confiant, je pense que les États-Unis et les élus vont continuer d'octroyer un soutien fort. Nous allons le faire. Nous avons renforcé notre soutien économique, militaire également. Et pour votre deuxième question, j'aimerais vous dire, nous n'encouragerons jamais les Ukrainiens à accepter une issue qui ne leur est pas acceptable. Ils sont courageux. Ils défendent leur vie, leur nation et leurs principes. Et sans cela, on ne pourra pas bâtir une paix pérenne. Il faut respecter le droit des Ukrainiens à choisir le bon moment pour négocier une issue à la guerre. This will be the last question. La dernière question. Emmanuel Macron doit s'entretenir dans les prochains jours, les prochaines semaines avec Vladimir Poutine. Le lien est maintenu depuis le début de la guerre. Vous n'avez pas toujours été d'accord avec cela. Est-ce qu'aujourd'hui, vous approuvez l'approche du président français? Puis une deuxième question pour vous deux, alors que la guerre en Ukraine semble aujourd'hui à un tournant. Est-ce qu'il vous semble réaliste que le président Zelensky conditionne l'ouverture de négociations à un retour, j'allais dire, dans le giron ukrainien de la Crimée? Merci. Cette guerre finira par une solution rationnelle. Il faut que la Russie se retire de l'Ukraine. Et il paie actuellement, Poutine paie un lourd tribut pour cela, pour son refus de se retirer d'Ukraine, sans parler des civils ukrainiens, des attaques contre les infrastructures, les hôpitaux, des attaques terribles. Mais en vérité, je ne vais pas prendre contact avec M. Poutine et je choisis mes mots. Je serai prêt à parler à M. Poutine lorsqu'il aura décidé de mettre fin à la guerre. Cela n'est pas le cas. Et si tel est le cas un jour, je parlerai à M. Poutine en travaillant avec mes partenaires comme la France. Et comme Emmanuel l'a très bien dit, nous devons soutenir le peuple ukrainien. L'idée que M. Poutine va vaincre l'Ukraine dépasse l'entendement. C'est inimaginable d'occuper un pays comme l'Ukraine pendant 2, 5, 10 ans. Il a fait une erreur d'appréhension à chaque détour. Il pensait être accueilli par les russophones en Ukraine. Réécoutez son discours lorsqu'il allait lancer l'invasion. Il a parlé du besoin de réincarner Pierre le Grand. Il a parlé du peuple de Kiev comme étant la source de la culture et du peuple russe. Donc c'est des erreurs d'appréhension graves. Et donc maintenant, il a des choix à faire. Je suis prêt à parler s'il est prêt à le faire, mais je consulterai mes alliés. Je ne le ferai pas seul. Merci. Sur la question que vous posez et les préconditions ou les conditions qui sont mises par le président ukrainien, je pense que ce qui est important pour nous tous de regarder, c'est qu'au moment même où l'Ukraine est en train de résister, de subir des crimes de guerre,
de subir des attaques sur ses infrastructures civiles, de mener des contre-offensives, le président Zelensky a proposé un plan de paix en 10 points. Et je pense que notre devoir, c'est d'engager le travail avec lui, parce qu'il y a une vraie volonté de la part des Ukrainiens d'aller sur le terrain de la discussion. Et nous le reconnaissons et nous le saluons. Et je peux ici vous dire, pour avoir été pendant plusieurs années responsable du suivi de ce qu'on appelait le format Normandie et donc de la mise en œuvre des accords de Minsk. La dernière réunion qu'il y a eu entre le président Zelensky et le président Poutine, elle date, c'est d'ailleurs la seule, de décembre 2019. Et nous étions à cette époque-là avec la chancelière Merkel. Je peux vous dire que j'ai vu un président sincère qui voulait discuter et négocier. Et le président Zelensky, depuis son élection jusqu'au mois de février dernier, il n'a eu de cesse de vouloir négocier. Celui qui a décidé de lancer une guerre, c'est le président Poutine. J'en ai été le témoin direct, y compris par le déplacement que j'ai pu faire en Russie et en Ukraine au début du mois de février. Donc il est légitime que le président Zelensky ait des préconditions pour négocier. Maintenant, nous devons en travailler la substance de ce qui peut être à terme un accord de paix. Et ensuite, c'est l'évolution des prochaines semaines et des prochains mois qui nous dira le moment qui est le bon et le choix des Ukrainiens. Une fois qu'on a dit ça, je continuerai en effet à parler au président Poutine. Et d'ailleurs, on s'en a entretenu ce matin avec le président Biden, parce que nous avons constamment essayé aussi d'éviter des escalades et d'obtenir des choses très concrètes. Et donc, en particulier, j'aurai une discussion sur la question de la sûreté et de la sécurité des centrales nucléaires dans les zones contestées, en particulier celle de Zaporizhzhia, parce que je pense que le travail que la France mène depuis plusieurs mois, et d'ailleurs depuis le début du conflit, rappelez-vous, on l'a fait dès le mois de mars sur la centrale de Tchernobyl, en soutien du très bon travail fait par l'AIEA et son directeur général, M. Grossi, est important. Donc il faut continuer de faire cela et d'engager. Donc nous continuerons. Voilà. Merci beaucoup. Thank you so much. Ladies and gentlemen, distinguished guests, please remain in your seats until the official delegations have departed. Thank you, folks. All right. Sir, do you have a message to the protesters in China you spoke about it on?